Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Je le recevais dernièrement, puis il nous entretenait des droits de l'acheteur et également des droits du vendeur sur les vices cachés lors de l'achat d'une propriété. Alors vraiment, le temps nous a manqué. Trop de questions n'ont pas été posées, justement, dû à ce manque de temps. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai réinvité. Il est de retour de la firme Martineau, Daou, Bouliane et Pelletier, Maître Éric Daou. Maître Éric, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'être revenu à cette émission. C'est vrai que quand on s'était laissé à la dernière émission, on a dit, mon Dieu Seigneur, on a à peine effleuré presque le sujet. Le temps nous a manqué. On va récapituler peut-être un tout petit peu ce qu'on avait parlé dans la première émission. Des vices cachés, oui, ça existe. Il y a des droits pour le vendeur, il y a des droits pour l'acheteur également. On avait parlé que c'était probablement, c'était beaucoup mieux d'avoir un agent pour vendre sa maison. C'était aussi beaucoup mieux d'avoir un inspecteur en bâtiment qui va faire le tour de la maison avant que la personne puisse acheter la dite propriété, justement pour éviter d'avoir un petit peu de grosses surprises. Moi, là, comme en débutant, parce qu'on avait parlé là, des vices cachés, on en trouve, etc. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir une entente hors cours? Très souvent, l'acheteur va s'entendre avec le vendeur. On va régler, on ira pas en cours, ça coûte trop cher, etc. Là, je parle un petit peu contre vous, mais vous savez très bien ce que je veux dire à ce moment-là. Mais est-ce que, parce que je sais que vous êtes une personne honnête, et puis vous allez me répondre aussi, très honnêtement, même si vous travaillez pour une firme d'avocats, est-ce que une entente hors cours, premièrement, est possible, et deuxièmement, est souhaitable aussi vraiment, c'est mieux d'aller en cours pour véritablement régler, vider la question? Bien, vous savez, Gaby, dans toute chose, l'entente est toujours le plus souhaitable. Okay. Il y a évidemment plusieurs raisons. On peut, oui, parler des coûts, des honoraires, mais ça devient une raison secondaire à un moment donné. Parce qu'on a beau être avocat puis être en affaires, mais ultimement, notre devoir à nous comme avocats, c'est de faire respecter les droits de nos clients. Voilà. Et c'est également de trouver des solutions à leurs problèmes. Oui. Et non pas à leur détriment financier, mais plutôt de trouver une solution. Alors, dans tous les cas, l'entente, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour tout le monde. On sauve beaucoup de temps. Oui. Hein? Le stress, les nuits blanches, les chicanes de couple, on veut les éviter. Voilà. Puis c'est pas parce que la loi dit quelque chose qu'il faut absolument aller au bout des efforts juridiques. Souvent, l'entente va être beaucoup plus souhaitable. Il y a également la question des coûts. Il y a également la question de l'incertitude. Tant qu'un dossier n'est pas réglé, on n'est jamais certain. Et moi, je dis souvent à mes clients, et parfois ils ne sont pas très contents d'entendre ça, mais je dis souvent à mes clients, peu importe la qualité de votre dossier, on aura beau être les meilleurs juristes sur la planète, si on n'est pas en mesure de démontrer les faits et nos prétentions à un tribunal pour convaincre le juge que nous avons raison, bien, on ne gagnera pas. Ouais. Et là, on parle de crédibilité, on parle de mémoire, on parle de transmettre à un juge nos perceptions. On parle de transmettre à un juge la façon dont les choses se sont réellement passées. Et quand on est en litige, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prétend une chose, puis quelqu'un qui prétend l'autre. Voilà, alors, l'objectif d'arriver à une entente, c'est de mettre fin à tout ça le plus rapidement possible. Et oui, il y a des économies de coûts, mais il y a des économies en termes humains, disons, relations. Et le rôle d'un juge, c'est de mettre un terme à un litige par une décision qu'il impose aux parties. Okay. Ce n'est pas les parties qui la trouvent, elle est imposée. Alors, quand ça vient des parties, ça vient d'eux. Ils vont être beaucoup plus satisfaits que si un juge impose une ordonnance. Et là, les gens sont comme mi-figue, mi-raisin, parfois contents, parfois déçus, mais souvent les deux.
On ne gagne jamais totalement. Exactement. Alors, je suis content de votre réponse parce que là, c'est vraiment, c'est clair. Je sais que vous travaillez pour une firme d'avocats, puis, Ms. Mac, il y a tellement de choses, il y a tellement de textes de loi à l'intérieur d'une telle cause, puis il y a tellement, puis il y a aussi l'honneur, il y a un paquet d'affaires qui entre en ligne de compte autant pour le vendeur que pour l'acheteur. Alors, quand un juge se doit de trancher, comme vous l'avez si bien dit, c'est assez souvent, mais au détriment d'une personne. Puis, Tout le temps. tout ce qui peut engendrer tout ça après pour le futur. Moi aussi, il y a un élément auquel je pense, c'est que quand bien même on aurait un jugement, par exemple, qui condamne le vendeur à payer 25 000 $, s'il n'est pas capable de payer 25 000 $, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Alors là, à ce moment-là, on est bien mieux d'avoir une entente à 10 000 payés sur le champ Voilà. que d'encadrer un jugement à 25 000 puis de se faire un rouleau puis de s'allumer un feu de camp avec. Là, C'est ça l'objectif d'une entente. Vous venez d'ouvrir une porte, j'ai une question sur ça. Puis, non, mais elle est tellement importante. Je l'avais gardée un peu pour la fin, mais nous autres, on jase tellement. Il y a tellement de lois là-dedans que je sais qu'on va arriver encore, puis on va avoir des questions qui n'auront pas été posées. Mais celle-là, là, elle est vraiment importante. Lorsqu'un vendeur, liquide tout son argent, il a vendu sa maison, il liquide tout son argent, peu importe comment. Il le donne à sa famille, à ses proches, je veux dire, à ses enfants. Son épouse est décédée, donc il donne l'argent à ses enfants, vide ses comptes de banque, maintient juste de quoi pour vivre, disons 1 000 $ dans un compte, juste pour vivre, reçoit sa pension de sécurité de vieillesse, et avec ça, il y en a assez pour vivre. Sa maison avait des vices cachés, puis on veut intenter une poursuite contre lui, contre cette personne-là, et on s'aperçoit qu'elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me place à la place de l'acheteur. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je sais que c'est une question difficile, mais seulement que ce sont des choses, moi, je sais qui peuvent arriver parce que je suis conscient d'un cas qui est arrivé. C'est vos cheveux gris, ça, Gabi. Mais j'en ai aussi. Alors, je me mets à votre place. Je l'attendais pas, ça. Pour moi, il travaille avec Maître Lemay, probablement. Ce qui arrive dans un cas comme ça, c'est une désolation profonde. Et pour l'avocat, et pour l'acheteur qui est aux prises avec un problème de vice caché. Parce qu'on aura beau avoir les meilleurs droits, le meilleur recours, le meilleur jugement, mais définitivement, il y a quelqu'un qui doit graffiner un chèque. Et si la personne qui doit faire le chèque n'est pas capable de le faire, bien, c'est comme d'aller au bar puis de trouver la femme intéressante, mais elle ne vous trouve pas intéressante. Vous ne l'aurez pas, la rencontre, parce qu'il manque quelque chose. C'est ça. Alors, nous, les avocats, on est souvent confrontés à de l'insolvabilité. On peut parler parfois de cas de fraude, des gens qui dilapident puis qui font exprès. Mais, somme toute, c'est rare. Mais de l'insolvabilité ou des difficultés financières ou une faillite, ou souvent, c'est des séparations. Hein. Les gens vendent leur maison parce qu'ils se séparent. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas capables de faire financièrement des ententes. Alors, c'est extrêmement désolant et les avocats, on est un peu impuissants face à ça parce que on se doit d'informer notre client des enjeux de son dossier. Ça, c'est le côté psychologue de l'avocat. Oui, exactement, oui. Mais il n'y a pas une loi qui va protéger l'acheteur contre une telle éventualité? Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche en droit. Vous me parlez de loi, j'ai peut-être un petit élément de réponse. On en a parlé un peu lors de la dernière émission, mais certaines maisons de courtage, les agents immobiliers vont offrir une protection d'assurance à leurs clients vendeurs ou à leurs clients acheteurs on voit ça à la télévision, la protection contre les vices cachés et les frais légaux. Mais ce n'est pas des protections qui sont de l'ordre de gros montants.
Souvent, quand on a un vice caché, hein, c'est quelque part entre 10 et 50 000 piastres, ou dépendamment de la propriété. Oui, c'est rarement exactement. 1500 piastres. Alors, économiquement, c'est difficile pour la majorité des gens. Mais malheureusement, la loi nous donne pas de protection sur le paiement d'un montant qui nous serait dû. Mais il y en a en cas de fraude. On pourrait, par exemple, dire, quand la personne a tout vendu, puis elle a caché ses avoirs, mais on pourrait, par la loi, essayer d'aller les chercher, puis s'opposer à des transactions. Mais encore faut-il être capable de faire valoir économiquement ces droits-là. Et la preuve encore une aussi, puis où est l'argent, etc. Et c'est là qu'on dit les avocats coûtent cher. Et malheureusement, oui, les avocats sont dispendieux, les fiscalistes, tout le monde, à un certain moment donné, est dispendieux. Je dis les fiscalistes parce que c'est des gens qui nous apportent un service pointu, donc il y a une expertise. Mais les avocats, c'est un peu la même chose. On peut dire qu'un chiro coûte cher, on peut dire que le dentiste coûte cher, on peut dire que les lunettes, ça coûte cher. Exactement. Ça dépend qui fait la dépense, puis dans quel contexte on se place. Maître Daou, est-ce que l'acheteur peut obtenir une garantie légale comme quoi le vendeur est responsable des vices découverts après l'achat? La loi permet ça. C'est le principe de loi. Le principe de la loi nous dit, lorsque un vendeur vend quelque chose, il est tenu d'en garantir la qualité. Donc la garantie contre les vices cachés, elle est prévue dans la loi. L'article de loi n'est pas très long, mais il est, somme toute, clair. C'est que le vendeur est tenu de garantir que l'immeuble qu'il vend ou le bien qu'il vend est propre à l'usage auquel il est destiné. Sa durée de vie est raisonnable compte tenu du prix, des circonstances et tout ça. Donc, oui, la loi en parle. On en parle à 2 ou 3 articles, mais on a des tonnes de jurisprudence pour l'interpréter. Oui, sûrement. On peut exclure cette garantie-là en passant. Ah, aussi, OK. La loi prévoit que le principe général, c'est je vous vends un immeuble, Tel c'est que la vu. garantie légale contre les vices cachés. On a la possibilité d'exclure la garantie légale contre les vices cachés ou toute forme de garantie légale. Pour le faire, on doit le rédiger de façon convenable. Souvent, les notaires vont avoir des clauses assez bien fignolées dans ce sens-là. Les affaires qu'on a eues telles que vues, ça passe pas toujours le test au niveau de la cour, mais l'idée, c'est celle-là. Et on va avoir des absences de garantie légale lors des reprises de finances, par exemple. Ah, OK. Si une personne est aux prises avec une difficulté financière, puis elle perd sa résidence par la banque, par exemple. La banque reprend la maison et la remet en vente. À ce moment-là, il n'y a pas de garantie. La banque ne donne aucune garantie. Okay. Maître Daou, si la personne, vendeur et acheteur s'entendent, le vendeur dit à l'acheteur, regarde-moi, là, j'ai un problème dans ma maison, à tel endroit, c'est pas trop grave, mais je te le dis, j'ai un problème là, tu l'achètes, puis tu l'achètes avec le problème. Ouais. L'acheteur, OK, il n'y a pas de problème avec ça, j'endosse ça, c'est correct. Ils sont tous les deux là, OK? Ouais. Est-ce que le vendeur devrait mettre dans le contrat notarié qu'il a dit à l'acheteur, j'ai un problème à tel endroit dans ma maison que je vous vends? De grâce, oui. Oh boy! J'ai juste vu la physionomie de Maître Daou, puis ça veut tout dire. Oui, hein, il se doit de l'inclure dans le contrat notarié. Oui. Votre question, Gaby, elle est tellement importante. C'est à peu près les dossiers les plus déchirants qu'on a dans nos cabinets. Il y en a un qui dit « je te l'ai dit », puis il y en a un qui dit « tu me l'as pas dit ». Alors, de grâce, prémunissons-nous contre ça et faisons des documents écrits. Et ça fait longtemps que les agents d'immeubles l'ont compris, avec ce qu'on appelle la déclaration du vendeur, où ce genre de dénonciation-là, des problèmes connus, est fait dans la déclaration du vendeur. Mais parfois, les gens vendent sans agent d'immeuble, puis c'est correct. Mais prémunissons-nous contre ça, écrivons, prenons des notes, faisons signer des documents avant d'aller chez le notaire. À ce moment-là. Oui, c'est important, là. Avant d'aller chez le notaire. De dire là, OK. Parce que le notaire va en tenir compte dans son acte de vente. Okay. Et ce n'est pas rare que l'on voit des clauses précises
dans un acte notarié qui dit, par exemple, le vendeur déclare à l'acheteur que son champ d'épuration, par exemple, doit être refait dans les prochaines années. OK. Ça, j'ai déjà vu ça. Où on dit l'acquéreur reconnaît avoir été informé de la présence d'humidité excessive et d'infiltration d'eau à tel endroit dans le bâtiment. C'est vraiment important. Donc, si on résume bien, Maître Daou, l'acheteur est là, le vendeur est ici. Le vendeur dit à l'acheteur, j'ai tel problème à telle place dans ma propriété, je te la vends comme ça. On s'assoit, on rédige un texte qui est signé par le vendeur, qui est signé par le futur acheteur. Si possible, un témoin. Si possible, Si possible, un témoin. On prend cette déclaration-là et lors de la vente de la maison, cet écrit-là se donne au notaire en question pour qu'il soit inscrit dans l'acte notarié de la vente et de l'achat de la maison. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris. OK. C'est Non, mais c'est l'un des très bons conseils qu'on peut donner. C'est vrai que c'est vraiment important. C'est donc dire... Vous savez, Gabi, on le fait pour une voiture. Oui, c'est On vrai. le fait, on dit, mes breaks sont presque finis. C'est vrai. Et le choc en arrière, il est défoncé. Il commence On à le être dit, défoncé, oui. puis c'est une transaction de quelques milliers de dollars. Puis pourquoi, alors Ça, qu'on c'est est dans vrai. les centaines de milliers de dollars, Exactement. on se retient? On devrait avoir l'effet contraire. On On devrait regarde être une beaucoup petite plus gêne prudent. pour une affaire de 200-300 000 $, puis on est tellement ouvert pour une vente de 5-6 000 $. Voilà. Fait que les gens qui nous écoutent en ce moment, là, je suis sûr qu'il y en a qui ont des lumières qui allument. Là. Je Parce suis que persuadé. Beaucoup ont acheté une voiture usagée puis ils ont eu un problème, mais il n'y en a pas autant qui ont eu des problèmes avec une maison. Mais je suis confiant qu'avec ce qu'on se dit aujourd'hui, les gens vont être un petit peu plus prudents ou ils vont avoir le réflexe de se dire qu'est-ce que je devrais faire avant de signer une vente ou un achat. Exactement. Comment un vendeur peut-il ne plus être responsable d'un vice? Ça, là, le vendeur, il va-tu traîner cette responsabilité-là pendant des années? Ou bien non, comment? Une autre bonne question? Une autre très bonne question. Oui. Puis il y a été une période, peut-être il y a quelques années, où le gouvernement a voulu modifier la loi pour restreindre environ à 5 ans la période où entre un achat et la découverte d'un vice caché, si c'était après 5 ans, il y avait comme plus de garantie, OK. mais cette loi-là n'a jamais passé. Donc, il y a une croyance à l'effet qu'après 5 ans, on est correct, mais c'est une fausse croyance. Par contre, oui. cette croyance-là n'est pas tout à fait dénuée de fondement, parce que plus on s'en va dans le temps, moins qu'on a de chances que ce soit un vice caché. On a plus des chances que ce soit de l'usure, que ce soit... Oui, c'est vrai. on a parlé de plomberie la dernière Oui, fois. exactement. Alors, oui. plus la maison est âgée, plus on a de chance à un moment donné que la plomberie de COP, là, qui était soudée là, dans les années 60, là, commence à lâcher. Bon, alors on parle d'usure normale, on parle d'atteinte de vie utile des matériaux, des composantes. Mais, règle générale, les vices cachés, on va les trouver quand on va faire des rénovations. C'est ça. Quand on va refaire un terrassement, par exemple, ou on va, après un certain moment donné, après 25-30 ans, un drain français, là, faut s'attendre d'être obligé de le refaire. Alors, c'est souvent dans des travaux majeurs qu'on va constater la présence de vices. C'est donc dire que, si je vous écoute bien, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de délai maximum. Il n'y en a pas réellement. Il n'y en a pas. Vous savez, il n'y en a pas réellement parce que, à la base, un vice caché, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a commencé, puis on ne sait pas quand on va le découvrir. Mais encore là, il faut faire attention. Revenons à la base. Un vice caché, ce n'est pas un bâtiment qui n'est pas conforme au code du bâtiment, là. OK. Si j'ai des fils d'aluminium dans mes murs, là, au lieu des fils de cuivre, à un moment donné, c'était le code du bâtiment, c'était permis, puis après, ça ne l'est plus. Et voilà, C'est pas un vice caché, ça. Non, exactement. Alors, un vice caché, c'est pas quelque On chose cache qui n'est pas volontairement conforme au quelque code chose de à ce construction. C'est donc dire. Puis est-ce que l'âge de la maison aussi, on en parle, influence aussi beaucoup oui, là, à ce tout à moment-là. fait. Une maison, une centenaire est achetée,
puis on l'a pas trop, on n'a pas pris soin trop, on peut s'attendre à avoir de l'argent à mettre dessus. Là. Ben oui, puis on va trouver du brin de scie dans les On va murs, trouver, puis des vieux exactement. journaux des années 30. Oui, C'est sûr qu'on va en trouver. Exactement. Alors, c'est ça qui arrive. fait partie de l'âge du bâtiment. Voilà. Maître Daou, merci infiniment. C'était vraiment... C'est pas déjà terminé. Ben, c'est déjà fini, mon cher Maître Daou. Merci de votre présence à cette émission. Puis je pense qu'on a éclairé beaucoup de personnes. Parce qu'au printemps, souvent, on voit beaucoup de maisons Oui. à vendre. Fait que votre présence nous a été très utile. Merci beaucoup. Puis s'il y a d'autres choses, des fois, que vous aimeriez jaser avec la population et moi-même, vous serez toujours le bienvenu. Ça me fera plaisir. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On va parler avec mon invité d'un challenge hivernal à Québec. Mais avant, il était censé avoir un tournoi de hockey-luge à Macamic. Et puis, on a été obligé d'annuler ce tournoi-là. C'est malheureux, mais on va en parler avec mon invité, M. François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gaby. François, moi, ça me fait de la peine. Je sais que tu t'impliques énormément dans le hockey-luge. Même, tu aimerais former une ligue régionale de hockey-luge. Puis, tu t'invites les gens à venir au centre Joachim-Tremblay comme la fin de semaine du 8-9 mars. Bon, il y a eu comme une espèce de... Pas un tournoi, mais il y a eu quand même des rencontres amicales où il n'y avait pas de monde. Obligé d'annuler un tournoi de même. C'est décevant, François? Oui, c'est très décevant, mais en discutant avec tous les membres du comité organisateur, on a dit, OK, au lieu d'y aller un petit pas à la fois vers l'avant, ben pour cette année, on va reculer d'un pas pour se donner une plus grande aire d'aller pour en parler déjà pour l'an prochain. Okay. Mais qu'est-ce qui fait, François, d'abord, en Abitibi-Témiscamingue, le hockey-luge, il n'est pas connu beaucoup, il faut le dire, là. Ça commence, ou bien non. Je sais que dans la région, dans les grands centres, Montréal, entre autres, il y a beaucoup de hockey-luge, il y a des tournois, etc. Ici, est-ce que pour François Alain, c'est quoi, là, le challenge, si on peut appeler ça comme ça, c'est de le faire connaître encore plus, mais tu peux pas le faire seul. Il y a toujours une limite, là, quand même. C'est ça, mais le but, c'est vraiment de le faire connaître, parce que il y a un dicton qui dit souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, il y a plusieurs personnes oui. ils sont là présentement, que c'est des réguliers, puis au début, ils ont dit, oui, c'est beau, je vais aller l'essayer, voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis les crimes, ils ont eu la piqûre de voir que c'est un super de beau sport, c'est extrêmement exigeant, puis c'est complètement différent du hockey. Ça reste le même principe. Oui, le principe c'est un beau sport d'équipe. On joue du hockey, mais en luge. C'est ça. Okay. Fait que la façon est beaucoup différente de jouer. Le principe est toujours là. Puis c'est ça, les gens, c'est d'essayer de les attirer pour leur montrer que, regardez, c'est un super beau sport, c'est extrêmement intéressant à jouer. On a de tous les calibres présentement en région, du monde qui débute, comme ma mère a débuté cette année. C'est pas la meilleure, mais elle joue avec nous. Elle s'amuse. Elle veut. C'est ça. Elle s'amuse, elle a du plaisir. Ça. Parce que quand on va, c'est beau aller dans les tournois, puis ça, puis si on gagne, tant mieux, mais c'est la participation aussi qui est excessivement importante à ce moment-là. Le but est justement d'attirer les gens pour qu'ils aiment ça. Donc, c'est le petit coup de pouce des fois qui me manque. Mais ça va venir. Parce que ce tournoi-là, qui était dû à la fin mars, là, que François est obligé d'annuler, il faut le dire, je sais que François est un gars honnête, parce qu'il n'y avait pas de participation. C'est ça. On avait peut-être, je dis bien peut-être, 5 équipes. C'est pas assez pour faire un tournoi. C'est pas assez pour faire un tournoi, donc dans 2 classes différentes. Parce que cette année, mon but était de faire une classe compétition où ce que les gens qui savent jouer, qui ont un peu plus de talent, auraient
U et une classe participation que 3 games, tu joues 3 games, donc pas, peu importe, oui. c'est fait. OK. C'est justement pour les gens qui veulent commencer, débuter, avoir plus de plaisir. OK. Parce que l'an passé, ben il y en a des gens qui ont pas eu, certains matchs qui n'ont pas eu de plaisir pantoute parce qu'ils ont pogné une équipe qui était plus forte. OK. Puis cette équipe-là, ben ils se sont gâtés. Là, let's go, on Ils en fait des Ils ont buts, ouvert les valves, comme on dit. C'est ça, ils ont ouvert la machine, puis C'est ils ont ça, dit non, vous ne exactement. toucherez pas à la POC, OK. c'est nous autres, c'est notre game. Ouais, ça, c'est un petit peu moins. Ça a été moins intéressant. Donc, comme on dit, on fait un pas en arrière pour en faire 5 en avant l'an prochain. C'est ça. C'est à peu près ça? Oui. Fait que, on invite les gens aussi, cette année, c'est terminé. Ce tournoi-là n'aura pas lieu. Mais je me que si c'est possible d'épauler un peu François qui se donne corps et âme à ça, ça serait bon peut-être d'y donner un petit coup de pouce parce que ce gars-là le mérite vraiment. François, on va parler de challenge hivernal à Québec, c'est ça? Oui, c'est un challenge hivernal. C'est la plus grosse activité de hockey-luge au Québec. OK. Il y a environ 150 à 200 lugeurs qui s'inscrivent. OK. Puis, quand on va là-bas, si on ne s'inscrit pas une équipe, on s'inscrit un joueur. Ah oui. Puis, rendu là-bas, ils nous mixent les équipes. Ah, ben, Fait ça, que je peux être avec des gens de Montréal, de Québec, OK. du Saguenay. Je peux être de vraiment partout. Toi, tu vas être là. Moi, c'est sûr, j'y vais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu connais de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont y aller? J'aimerais ça, mais ce qui arrive, c'est avec l'emploi et tout ça, ben le challenge commence le dimanche le vendredi en début de soirée OK. et se termine le dimanche soir. Ah, OK. Donc, Ouais, c'est ceux sûr qui que ont c'est- un emploi qui sont Oui. pas tellement capables de pouvoir prendre des congés, c'est plus difficile. Parce qu'une chose qu'il faut mettre au point aussi, François, c'est que peut-être que les gens encore peuvent penser que bon, il faut être handicapé pour jouer au hockey-luge parce que c'est dans une luge puis on ne se sert pas de nos jambes. C'est pas ça, là. C'est pas ça pendant tout. Pantoute, On est pantoute. présentement dans la presque quinzaine de joueurs qui sont là à presque toutes les semaines. On est 3 handicapés. OK. Le reste, c'est tous des gens sur 2 jambes qui sont capables de marcher. Ils font ça pour le plaisir et m'épauler. Ce challenge hivernal à Québec, c'est quand, François? C'est du 28 au 30 mars. C'est la même Ah, fin de c'est semaine la même que fin de le semaine tournoi. que le tournoi. Donc, ça a été une grosse décision qu'on a prise. Les gens du comité organisateur, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on essaie de se mobiliser un groupe et aller à Québec en cancellant le tournoi? OK. C'est une décision que ça nous a pris plusieurs jours à prendre. Sûrement. Puis, Fait c'était que la décision pour- qu'on a prise. Parce qu'il reste à peine 1 minute. Pour le hockey-luge, ici, à Macamic, pour toi, cette année, le tournoi est annulé. Mais je qu'il y a encore ceux qui veulent s'amuser de cette Tous les samedis, de 2h à 4h, tout le monde peut venir essayer. Tout le monde peut avoir du plaisir. Et c'est gratuit aussi. Et c'est ça? gratuit pour la première fois. Pour la première fois. Alors, venez faire un tour, venez essayer ça. D'habitude, je finissais mon émission en te disant, bon tournoi, bon succès, mais on va enlever le bon tournoi, puis on va dire, François, bon succès dans ton hockey-luge, puis continue, je suis certain que les gens vont t'épauler plus que ça, puis on va repousser ça à l'an prochain, puis ça va sûrement fonctionner avec un gars aussi dynamique que toi. Merci beaucoup, Gabi. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.